Retrouver cette terre brûlée lui est encore très douloureux. Une semaine avant, le feu a ravagé la vie d'Antonis Aghelou, éleveur de chèvres sur l'île de B, en Grèce. J'étais au village avec les autres pour essayer de sauver les habitations. Mais le feu était loin. On n'a pas calculé qu'il parcourrait 5 km en moins de 10 minutes. C'était le chaos. On est arrivé ici le lendemain. Comme la terre était retournée, on a espéré que les animaux aient trouvé refuge ici. Malheureusement, on les a retrouvés là-bas. L'intégralité de son troupeau, 300 chèvres, a péri dans l'incendie. Des images de fin du monde. L'éleveur a lui-même filmé la scène lorsqu'il l'a découverte, 24 heures après le passage des flammes. Il ne peut retenir ni ses larmes, ni sa colère face à l'impuissance des autorités. Regardez ce que vous nous avez fait, enfoirés! Le feu est éteint, et c'est maintenant que vous arrivez? Enfoirés, canailles! Antonis avait cru bien faire en regroupant son troupeau ici. Suffisamment loin, pensait-il, du foyer de l'incendie. Si j'avais su que le feu arriverait si vite, j'aurais pris mes chèvres chez moi, dans ma maison. C'est sûr que j'aurais fait ça. Et moi, je serais resté à la porte pour les protéger s'il avait fallu. Mais personne n'aurait imaginé que le feu ferait 5 km en 8 minutes 30. Il n'y avait rien à faire, c'était phénoménal. C'est la première fois qu'on voit un tel incendie chez nous. Des feux de forêt, les habitants de l'île de B en ont connu des dizaines, mais jamais d'une telle ampleur. La Grèce a perdu en 10 jours, fin juillet, plus de 100 000 hectares, dont la moitié rien que sur cette île. 3 personnes sont mortes dans ce brasier géant, aux allures de film catastrophe. Des flammes de plus de 30 mètres de haut embrasent les montagnes de B, sous les yeux de milliers d'évacués. Des centaines d'habitations partent en fumée. Au même moment, le nord d'Athènes et une partie du Péloponnèse s'embrasent, allant jusqu'à menacer les vestiges archéologiques d'Olympie. Un désastre écologique qui fait suite à la plus grave canicule enregistrée dans le pays depuis 3 décennies. Cet été, c'est toute la planète qui a vécu au rythme des catastrophes climatiques. Entre incendies géants, sécheresse et inondations spectaculaires. Vous imaginez un tonneau de 600 litres qui tombe au mètre carré, l'eau ne peut pas s'évacuer, elle ne fait que ruisseler et emporter tout sur son passage. Nous avons réussi à dérégler le climat et on commence à en voir malheureusement le résultat. Les phénomènes météo extrêmes commencent presque en catimini, à la fin du mois de juin, dans un village du Canada, Lytton, 250 habitants, sa rivière et ses passionnés de rafting. En quelques jours, son nom va faire le tour du monde. Lytton s'empare d'un record dont il se serait bien passé, la température la plus chaude jamais enregistrée au Canada. 46,6 degrés le 27 juin, 47,9 le 28 juin et le 29 juin, 49,6. C'est une vague de chaleur sans précédent. Les records ont été battus jour après jour. Le public a parfaitement conscience de ce problème de chaleur et nous faisons de notre mieux pour limiter les risques. Nous encourageons les gens à se protéger. Cet instituteur français a fait la route depuis Vancouver, 250 km pour assister à ce phénomène météo hors du commun.
En tant qu'amateur de météo, je voulais aller à Lytton en cette journée historique. C'était quand même comme dans un four. Vraiment, moi, j'ai connu la canicule en France en 2003. J'ai connu d'autres vagues de chaleur dans le monde, mais jamais de cette intensité-là. On se croyait vraiment comme dans un four, dans un sauna, c'était brûlant. Le village se trouve en fait sous ce qu'on appelle un dôme de chaleur, entre les États-Unis et le Canada. L'air chaud est bloqué par l'atmosphère, comme sous un couvercle. Des zones de haute pression, à un moment donné, deviennent beaucoup plus stables, stationnent en quelque sorte beaucoup plus longtemps dans la même région. Ça fait justement un dôme, un chapeau au-dessus d'une zone. Ça concentre l'air chaud, ça le projette vers le sol. Ça favorise un réchauffement qui se poursuit pendant des jours et qui conduit à des valeurs de température proches de 50 degrés. Des dômes de chaleur aux conséquences dramatiques, comme à Lytton, où le pire est à venir. Dans ce paysage desséché, de nombreux incendies éclatent, visibles depuis l'espace. La petite ville, prisonnière de ces températures extrêmes, s'embrase, comme un feu de paille. Les habitants reçoivent soudainement l'ordre d'évacuer. Une fuite effrénée au milieu des feux qui avancent à grande vitesse. Me and my dog just got out, but we could see the house literally in fire as I was leaving. I didn't even have time to lock the door. En quelques heures, les flammes rongent la quasi-totalité du village. 90% des bâtiments sont réduits en cendres. Depuis le ciel, Lytton consumé n'est plus qu'une nappe de fumée. Ce phénomène météo impressionnant marque le début d'un été en surchauffe. En juin, juillet et août, le mercure monte très haut dans l'hémisphère nord, avec des records si nombreux qu'ils sont presque difficiles à suivre. En Tunisie, il a fait 50,3 degrés à Kérouan. Dans le sud de l'Espagne, 47,4 degrés. Le nouveau record de chaleur pour l'Europe a été battu en Sicile, 48,8 degrés. Un temps presque frais, comparé à ce qui se passe dans la vallée de la mort aux États-Unis. Ce jour-là, les touristes de l'extrême viennent immortaliser ces 53 degrés. La température la plus élevée jamais enregistrée pour un mois de juin dans ce célèbre désert brûlant. La vallée de la mort est l'endroit le plus chaud sur Terre. Notre record absolu, c'est 56,7 degrés. C'était en 1913. L'année dernière, nous avons eu 54,4 et hier, 51,7, ce qui est incroyablement chaud pour la mi-juin. Cette canicule sur l'ouest du continent américain a entraîné la mort de milliers de personnes. D'après les climatologues, ce phénomène est directement lié au réchauffement de la planète. D'où ce commentaire ironique de Joe Biden, destiné aux climato-sceptiques. Qui aurait pu croire qu'il ferait 47 degrés à Portland, dans l'Oregon? 47 degrés. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de réchauffement climatique, ça n'existe pas. C'est le fruit de votre imagination. Soyons sérieux. Même la France, avec son été morose, n'y a pas échappé. Le pic du Midi a enregistré la deuxième nuit la plus chaude de son histoire, avec 14,5 degrés du 13 au 14 août. D'ordinaire, là-haut, il fait en moyenne 2 degrés une fois le soleil couché. Le mois de juillet 2021 s'illustre par ce triste exploit. C'est le plus chaud qu'ait connu la planète depuis le début des relevés météo, il y a 142 ans. Le fait qu'on batte des records de température ou des records d'intensité de pluie ou autre, ça c'est quelque chose qui s'est toujours passé. Mais le fait qu'on les batte de plus en plus souvent, que ces records deviennent de plus en plus nets sur des régions de plus en plus grandes, ici c'est tout le mois de juillet à l'échelle du globe, ce n'est pas explicable autrement que par le dérèglement du climat, malheureusement. Les conséquences sont alarmantes. Au Groenland, la calotte glaciaire fond massivement.
Elle perd 8 milliards de tonnes chaque jour depuis fin juillet. 2 fois plus que le phénomène habituellement observé en été. D'autant plus inquiétant qu'une étude vient de montrer que cette fonte libère du mercure, substance toxique retrouvée ensuite dans les organismes des habitants et de la faune locale. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au Kazakhstan, c'est la sécheresse interminable. Des températures élevées, pas de précipitations. Les chevaux n'ont plus rien à manger. 1 millier y sont morts de famine, leurs cadavres émaciés répandus dans les steppes. Ce fermier a déjà perdu 20 chevaux et un chameau depuis le début de l'été. C'est la 3e année consécutive de sécheresse. L'herbe ne pousse plus. Et c'est encore pire cette année. Il reste seulement les mauvaises herbes. Pendant qu'une partie de la planète se dessèche, d'autres territoires se noient sous les eaux. Cet été, ce sont d'abord nos voisins qui ont subi des inondations exceptionnelles. En Allemagne et en Belgique, l'équivalent de 2 mois de pluie tombe en seulement 2 jours. Bilan, plus de 220 morts mi-juillet. Aucune incohérence avec le réchauffement climatique, au contraire, les records de chaleur s'accompagnent justement de pluies plus intenses, d'après les modèles des climatologues. Quelques fractions de degrés, ça augmente en fait la probabilité d'avoir des événements extrêmes. On sait par exemple que 1 degré de plus a pour conséquence que l'atmosphère est plus riche en vapeur d'eau de 7%. Ce qui veut dire que quand les conditions sont réunies pour qu'il pleuve, il peut y avoir jusqu'à 7% de pluie qui tombe en une période donnée en plus. Alors ça favorise évidemment les inondations. L'alerte est donnée à Liège au matin du 15 juillet. La Meuse et son affluent, l'Ourthe, montent inexorablement et commencent à déborder. Sur ordre du bourgmestre, vous êtes invités à quitter le centre-ville. Évacuez le centre-ville dès que possible. Oh putain, si ce n'est pas possible de quitter, montez au 1er étage et emportez avec vous denrées alimentaires, GSM et de l'eau. On est dans la merde là. Dans cette maison, l'eau s'infiltre rapidement. On entend le bruit ici, de l'eau qui rentre, qui s'infiltre. On est impuissant. La pompe projette au maximum, mais on ne sait rien faire de plus. L'électroménager est déjà noyé et ça ne semble pas près de s'arrêter. Pour le moment, par rapport à la marche, elle a encore monté. Mais il faut dire aussi que la pluie continue de tomber et malheureusement, c'est pas ça qui va améliorer la situation, quoi. Des habitants inquiets, mais loin d'imaginer le cauchemar qui va suivre. Dans toute la région, très vite, les cours d'eau en crue envahissent les rues. Dans la grande route de Popastel. T'as Messenger, elle se sent par Messenger. Les trompes d'eau balaient tout sur leur passage. Ces inondations touchent aussi l'Allemagne. L'ouest du pays tout d'abord, puis la Bavière. La dépression pluvio-orageuse atteint enfin l'Autriche. Dans ces zones sous le déluge, rien n'a espéré sauver, à part sa vie. Eux s'en sortiront, mais tous n'ont pas cette chance. La décrue dévoile un paysage apocalyptique. Comme ici, près de Cologne, un gigantesque glissement de terrain après l'effondrement de la paroi d'une carrière. Les rescapés racontent, à Pépinster, la famille Brasseur l'a échappé belle. À partir de 6 h du matin, on a commencé à voir les immeubles qui s'effondraient, les gens qui étaient sur les toits.
qui sont tombés aussi des immeubles qui ont commencé à arriver dans l'eau. Là, on a dit il faut qu'on se sauve. On a crié au voisin qui devait sortir de suite, il ne voulait pas, mais on lui a dit tu sors ou tu meurs s'il n'y a pas d'autre solution. Et là, on est arrivé, alors en traversant tous les murs et tous les toits, on est arrivé sur un autre toit à l'arrière. Et là, on s'est retrouvé sur un toit à 19 et on a tenu pendant 9 heures en attendant les secours. Une quarantaine de morts en Belgique, 180 en Allemagne, la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire récente de ces pays. Ces inondations laissent aussi des centaines de milliers de tonnes de déchets qu'il faut évacuer et stocker là où c'est possible. Après sa déambulation parmi les décombres, la chancelière allemande insiste sur l'urgence climatique. Si l'on en croit la science, et c'est mon cas, les événements que nous vivons en Allemagne cet été, les précipitations que nous avons subies sont liées au dérèglement du climat. Il existe des modèles qui décrivent pourquoi de telles quantités de pluie s'abattent sur un lieu. Cela veut dire que nous devons en faire plus pour le climat. Ces propos d'Angela Merkel, la suite de l'été va cruellement les illustrer. Pour la Belgique, pas de répit. La semaine suivante, de nouveaux orages frappent sévèrement la région de Namur. En Italie, au bord du lac de Côme, des pluies torrentielles dévalent la montagne et emportent ses véhicules. Par chance, aucune victime. Le bilan est lourd en revanche en Turquie. Près de 80 morts et des dizaines de disparus mi-août, dans des provinces au bord de la mer Noire. Dans l'Est asiatique, c'est la saison des pluies, mais les intempéries sont cette année particulièrement violentes. Conséquence, cette impressionnante coulée de boue au Japon. Et des inondations meurtrières dans le centre de la Chine. L'équivalent d'une année de pluie est tombé en 3 jours sur cette métropole. Du jamais vu en 60 ans de relevé météo. Les habitants sont désemparés. Chez moi, tout est détruit. J'ai la tête complètement vide. Je n'arrive plus à penser à rien. Et où allez-vous? Je sais pas. Je marche juste droit devant. Le traumatisme sera tout aussi fort pour ces infortunés passagers du métro, pris au piège à l'heure de pointe par la montée des eaux. Ces vidéos suffocantes ont vite fait le tour des réseaux sociaux. Des sauveteurs ont fini par briser les vitres. La plupart ont réussi à se frayer un chemin vers la surface, comme ce rescapé. Le courant était très fort. Il a emporté plusieurs personnes. On a failli abandonner, on était épuisés. Mais on s'est accroché à une rambarde, fermement. Et c'est pour ça que j'ai ces bleus sur les bras. Si vous lâchez, vous êtes emporté. Ce jour-là, au moins 12 passagers du métro se sont noyés. Au total, selon les autorités chinoises, ces inondations ont fait 302 morts et 50 disparus. Face à cette succession de catastrophes naturelles, face à leur ampleur, les superlatifs finissent par manquer. Un mot est apparu ces dernières années, méga-feu. Il désigne ces incendies incontrôlables qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares. Cet été encore, plusieurs se sont déclarés dans l'hémisphère nord. En Californie, l'un d'eux progresse depuis mi-juillet. Son nom, le Dixie Fire. Il réduit régulièrement des petites communes en cendres. En Sibérie, c'est encore une autre échelle. Les flammes dévorent les forêts depuis le mois de juin. Près de 10 millions d'hectares sont partis en fumée en Yakoutie, la superficie du Portugal. Les fumées toxiques ont poussé les autorités à décréter un jour chômé. La situation est très mauvaise. Il y a beaucoup de fumée et c'est difficile.
Cela me fait mal à la gorge et je ne peux tout simplement pas respirer. Vladimir Poutine lui-même, connu pour ses positions climato-sceptiques, s'inquiète désormais des conséquences du réchauffement sur son pays. Tout cela montre une fois de plus à quel point il est important pour nous de traiter en profondeur pour l'avenir l'agenda climatique et environnemental. Plus proche de nous, de grands incendies ont aussi frappé la Turquie et l'Algérie, où ils ont tué des dizaines de personnes en juillet et en août. Dans ces deux pays, la colère monte face à l'impréparation des autorités, alors que les scientifiques sonnent l'alerte depuis longtemps. Depuis des dizaines d'années, les projections climatiques montrent que le bassin méditerranéen dans son ensemble, c'est-à-dire tout le sud de l'Europe, y compris la Grèce bien sûr, et aussi le nord de l'Afrique, vont vers un climat qui est à la fois plus chaud et plus sec, suite à un renforcement d'une zone anticyclonique qui rend les choses plus favorables aux incendies. Ça, c'est une tendance lourde. On doit cette situation à des conditions météo quasi similaires au départ, c'est-à-dire un printemps très sec, une vague de chaleur qui s'est installée sur ces régions, une énorme sécheresse de la végétation. Et donc évidemment, là aussi, la moindre étincelle a provoqué ces incendies qu'il a été extrêmement difficile de combattre. Retour en Grèce, sur l'île de B. Depuis son véhicule, le maire de la collectivité d'Istiaia filme l'incendie qui ravage l'un de ses villages. L'église est perdue. Putain, mais c'est pas possible. L'église est détruite. L'église est détruite. C'est moi qui ai fait le toit. Cela fait une semaine qu'il sillonne les routes de son territoire, d'un front à l'autre. Nuit et jour. Yannis Kotsias administre 40 villages du nord de l'île. Il est sollicité de toutes parts. Allô, Pavlos? J'ai un camion à Kamaria. Il est plein d'eau. Mais les gars ne savent pas où aller pour aider. Et on ne sait pas qui joindre au village. Dis-moi, où est le danger? Va à l'église de la Vierge. C'est le seul endroit que je connaisse où il y a besoin d'eau. Dans l'urgence, il se retrouve seul à coordonner les secours et les bonnes volontés. Dis-moi, y a-t-il vraiment besoin d'aide quelque part ou on continue à tourner? Je pense que le mieux à faire, c'est de surveiller les résurgences potentielles. Choisissez un lieu où il n'y a personne de jour ou de nuit, et s'il y a un nouveau départ de feu, vous intervenez. Ils sont des milliers d'habitants à s'être portés volontaires pour défendre leur village. Mais la bataille est inégale. J'ai l'impression d'être à la guerre. Une guerre qu'on n'a pas provoquée. Une guerre inégale parce qu'en face de nous, il y a un monstre beaucoup plus fort que nous. Face aux assauts répétés des flammes qui dévorent les pins, trop peu de pompiers. Ici, l'air est irrespirable. À quelques mètres, un homme regarde, démuni, l'avancée du feu. La maison est en bas, elle va brûler. Où sont les pompiers? Où sont-ils? Impossible pour les Canadaires de voler dans une telle fumée. Avancez, avancez! Venez jusqu'à la maison, le feu approche. Au sol, les pompiers seront seulement une quinzaine ce jour-là. Pas suffisant. Yannis, le maire, fait appeler du renfort. Ils nous disent qu'il y a des camions de pompiers, mais ici où il y a le feu, il n'y en a pas. Le gros des secours combat les incendies dans l'Attique et le Péloponnèse. Le général dit qu'il y a 11 camions. Seule réponse des autorités, évacuer le village. Yannis est révolté. À défaut de lance à eau, les villageois utilisent leurs propres tuyaux d'arrosage. Et aussi des tronçonneuses pour couper les arbres à proximité des maisons.
Vite, enlevez ça de la route. On coupe les arbres parce qu'ils sont trop proches et qu'on veut mettre une plus grande distance entre eux. C'est un désastre. Un désastre. Ce travail acharné, pendant 3 heures, va payer. Le feu finira par s'arrêter aux portes de la commune. Mais détruire ces arbres est un crève-cœur. Ils sont la plus grande richesse de l'île d'Eubée. Grâce à eux, la Grèce est le premier producteur européen de résine, une matière première utilisée dans la fabrication de peintures ou encore de produits dentaires. En quelques jours, 50 000 hectares de pinèdes sont partis en fumée. La source de revenus de 800 familles vient de s'envoler, dont celle de Nikos, 30 ans. Là, vous voyez une partie de la forêt où je travaillais. C'est là où je produisais la résine. Il n'en reste rien. Vous pouvez le constater vous-même. On ne peut pas travailler avec ces arbres calcinés. Nous sommes détruits. Son activité faisait vivre sa femme, enceinte de 5 mois, sa mère et son père, Thanassis, 62 ans, qui peine encore à en croire ses yeux. Comment ça va? Le diable a tout emporté. Que faire? Celui qui a travaillé au milieu de ses pins toute sa vie se sent déraciné. Devant un tel sinistre, Thanassis craint pour l'avenir. Ces pins ont donné de la nourriture à tout le monde, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a rien à faire, tout est fini pour nous ici. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? La famine. On va avoir faim. On n'aura plus rien à manger. Si j'avais l'âge de Nikos, je prendrais mon anorak sur le dos et qui sait où j'arriverais. Mais à mon âge, aller où? Partir ou rester? La question tourne en boucle dans la tête de Nikos. S'il veut à nouveau pouvoir vivre de la sève de ses arbres, il lui faudra attendre une 40aine d'années. Des villages détruits, des habitants contraints à l'exil. Une telle situation est-elle possible en France? La vidéo est saisissante. Au cœur du mois d'août, les pompiers du Var tentent de se frayer un passage au milieu d'un rideau de flammes qui consume le massif des morts. Vas-y, à gauche un peu. À gauche. Attends, va doucement, à droite. C'est bon, on est passé. Ces dernières années, il parvenait le plus souvent à circonscrire les départs de feu en quelques heures. Les superficies brûlées avaient fortement diminué. Mais cette fois, ils sont pris de vitesse. Le brasier avance à 8 km/h au lieu d'1 km/h en moyenne. Ils font face à des sautes de feu de 700 à 800 mètres de longueur. Le dispositif de lutte est inédit. Plus de 1200 sapeurs-pompiers, 11 Canadair, un avion et un hélicoptère bombardier d'eau. Au sol, c'est la course contre la montre pour éviter les drames. Des milliers d'habitants et de touristes ont été évacués. Il va falloir qu'on sorte nos chevaux. Le feu arrive. Cette propriétaire d'une écurie doit reloger 170 chevaux à toute vitesse. Après 2 nuits blanches à guetter les incendies autour de sa propriété, c'est à son tour d'être menacée. On doit évacuer
évacuer, on a reçu l'ordre. Je suis très inquiète, oui, mais il ne faut pas le montrer. Les chevaux sont inquiets ici. Viens là, chérie, viens. On n'a pas le droit d'être inquiet avec eux. Parce qu'ils ressentent beaucoup plus les choses que nous. Et on n'a pas envie de les stresser avant qu'ils montent dans un camion. On veut que tout le monde soit sain et sauf à la fin. D'abord les animaux et après on verra pour essayer de sauver l'écurie. Allez, Cooper, on y va. Selon ces informations, le feu est à 3 km et les vents ne sont pas favorables. En 2 heures, elle arrive à trouver un refuge pour chacun de ses chevaux. Maintenant, on attend. On guette le ciel, on guette le vent. Florence et les siens vont rester toute la nuit à protéger leur propriété, qui finalement sera épargnée. À 30 km de là, l'incendie poursuit sa course à une vitesse folle. Un jeune homme à Grimaud filme le feu en train de dévaster les maisons de son hameau, qui lui n'en réchappe pas. Là, il y a notre maison, et là, il y a la maison du voisin, ça rigole. Il est 21 h, les pompiers ne vont arriver qu'à 3 h du matin. Mais faites attention aux débris, hein. Oh putain, oh là là. Le lendemain, personne n'est blessé, mais les dégâts matériels sont terribles. On s'est débattu avec nos bassines et ma petite piscine gonflable pour tout éteindre en attendant que les pompiers viennent. Et là, c'est la maison de ma voisine qui, malheureusement, elle a tout perdu. Le plus dur dans tout ça, c'était la fumée qui brûlait les yeux, on pouvait plus respirer, c'était affreux. Là, il y a la maison d'un autre voisin aussi qui a brûlé, avec toutes ses voitures en haut, ses motos, sa façade. C'était une maison? Ouais, ça c'était une maison, mais je vous dis, elle faisait la taille du cyprès. Elle faisait la taille du cyprès et voilà, ça a tout brûlé. Selon les scientifiques, ce qui s'est passé dans le Var risque de n'être qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Les vagues de chaleur plus longues et plus intenses sont appelées à se multiplier. Le risque de voir se propager de puissants incendies en France augmente, et pas seulement dans le sud-est du pays.